comprendre d'où vient le sucre et comment il en est arrivé à prendre une aussi grande place dans l'alimentation de la population moderne. D'où vient cette omniprésence du sucre? Le but de cette vidéo, c'est d'abord de partager l'information à ce sujet et de mettre les bases pour t'aider à comprendre vraiment comment le sucre a pu prendre autant de place dans ton quotidien. Et pas seulement tien, c'est un phénomène qui est assez globalisé. C'est d'abord pour enlever une partie de culpabilité et accompagner ça d'outils concrets pour t'aider à gérer ta consommation sans le supprimer et pour rester en forme. Mais avant tout, bonjour, moi c'est Ariel, personal trainer. Bienvenue sur la chaîne où on parle de fitness, de vrais desserts et de tout ce qui façonne notre rapport à l'entraînement et à l'alimentation. Avant de commencer, je vous laisse ici un petit disclaimer pour le 0,1% de la population que ça peut intéresser. Le contenu reste un partage d'informations générales et du divertissement uniquement. On va s'attarder aux raisons historiques et sociologiques qui sont à l'origine de ce vice sucré qui est parfois difficile à gérer. C'est aussi comprendre pourquoi on a cette habitude de consommation, comment la population est trompée par de nombreux produits qui causent des enjeux de santé. Parce que le problème, c'est plus profond que « Ah, j'aime trop le sucre, j'arrive pas à arrêter ». Je vais vous laisser des timestamps si jamais vous voulez sauter directement à la partie qui vous intéresse. Sinon, installez-vous bien et c'est parti. Le goût sucré là, est inné chez les humains. Dans l'Antiquité jusqu'au début du Moyen Âge central en Europe, on ne connaît que le miel comme sucre concentré naturel. On l'utilise pour le sucrage des plats et pour la conservation aussi. On sèche également les raisins et les figues qui ont un goût très sucré et aussi se conservent assez longtemps. Cependant, sur la même période, c'est en Asie que débute la culture d'une plante qui va changer le monde. La Saccharum robustum. C'est l'origine botanique de la canne à sucre qui pousse en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La canne à sucre se répand alors et est cultivée dans le reste de l'Asie du Sud, puis en Chine et en Inde. C'est en Inde, il y a 2500 ans, que sont développées les premières techniques de raffinage du sucre. On en extrait le jus pour le faire bouillir et obtenir des cristaux sucrés. Et là, ça y est, la boîte de Pandore est ouverte. L'expansion se poursuit par les Perses et les Arabes musulmans au courant du 5e siècle. Ils découvrent à travers leur conquête ce qu'ils appellent le roseau qui donne le miel sans le concours des abeilles. Au 6e siècle, la canne à sucre commence à prendre place dans le bassin méditerranéen. La conquête de l'Égypte par les Arabes est une occasion d'implanter la canne à sucre sur les bords du Nil qui offre un climat assez propice. En 710, ils développent de nouvelles techniques de raffinement et de cristallisation. Arrivé au 11e siècle, l'Égypte est le principal producteur-exportateur de sucre. À partir du 9 aller jusqu'au 12e siècle, elle est également cultivée par les Arabes en Andalousie, Sicile, les îles de Crète, Chypre, Malte et autres îles. Mais la canne à sucre pousse dans un climat tropical puis s'adapte assez mal à l'environnement des îles méditerranéennes. La majeure partie du sucre est donc encore majoritairement importée d'Orient à cette époque. C'est au 12e siècle que la canne à sucre est introduite à l'Europe chrétienne dès la première croisade entre 1096 et 1099. La canne à sucre est mentionnée dans les chroniques d'Albert d'Aix ou Albert de Hanovre, ce moine historien du 12e siècle dans son Historia Hierosolymitana. Il décrit les participants à la première croisade mâchant ces tiges sucrées lors du siège de Mahara en 1098, soulignant qu'ils s'en nourrissaient avec délice à défaut d'autre chose. Je simplifie ici parce que le sucre a eu d'autres mouvements de commerce avec les musulmans dans l'Europe du Sud et les pays de l'Orient, et divers procédés de raffinage ont été mis en place simultanément dans différentes régions. Mais les croisades sont vraiment un point tournant pour l'arrivée du sucre en Europe occidentale. Au Moyen Âge, le sucre est catégorisé comme une épice et il est surtout utilisé pour ses vertus médicinales. En effet, depuis l'Antiquité, on prête au sucre des propriétés vivifiantes et digestives. Le sucre est donc en grande partie réservé aux malades et aux convalescents. Autrement, il est saupoudré sur toutes sortes de plats de viande, de poisson puis de légumes, des desserts aussi, pour ses effets thérapeutiques principalement. Mais c'est encore un ingrédient qu'on retrouve dans le cabinet d'apothicaire. On arrive en 1453. C'est la prise de Constantinople et le début de la Renaissance.
Les circuits de commerce orientaux sont bloqués par les Turcs. Catastrophe! La noblesse de l'Europe occidentale est maintenant friande de sucre et ne saurait plus s'en passer. La demande augmente et c'est l'un des plus grands changements de l'alimentation qui est en train de s'opérer. Les conquêtes de l'Amérique centrale et du Sud par les pays européens apportent la solution. Le navigateur Christophe Colomb implante la canne à sucre dans les Antilles. S'ensuit la déportation de millions d'êtres humains de l'Afrique vers l'Amérique du Sud, réduits aux travaux forcés non rémunérés. Je ne sais pas si on peut encore dire le vrai terme, là, mais vous comprenez. Si je prends la peine de mentionner ça aussi, c'est parce que l'utilisation de ces peuples pour l'ouvrage agricole a permis d'augmenter grandement la production tout en réduisant les coûts. Ça satisfait la demande qui est croissante tout en rendant le sucre un petit peu plus accessible. Puis si je prends la peine de le mentionner aussi, c'est parce que c'est important pour comprendre l'enchaînement des événements. Je ne partirai pas sur une tangente sur les conséquences coloniales liées au commerce du sucre. La chaîne Arte l'a très bien fait vraiment récemment. Je suis tombée dessus en faisant des recherches pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse parce que c'est évidemment une part d'histoire qui est important de ne pas négliger. Il faut noter que pendant toute cette période, le sucre est un produit importé qui coûte extrêmement cher et c'est réservé à une élite. Et là, c'est la décadence pour les cours européennes. Les confiseries, la pâtisserie, les opulentes cultures de sucre pour impressionner ses convives et exposer sa richesse. Le sucre va ainsi occuper une place de choix dans l'alimentation des gens de qualité jusqu'à l'époque moderne. Il y aura ensuite une deuxième révolution du sucre. C'est en 1747 que le chimiste allemand Andreas Sigismund Marggraf découvre le sucre de la betterave sucrière, une racine qui vient du Moyen-Orient et qui est cultivée depuis 2 siècles déjà. Il va commencer par extraire une quantité de sucre équivalent à 1,6% du poids de la racine. C'est pas grand-chose. Il va aller jusqu'à 19% au terme de ses recherches. Le raffinement du sucre extrait de la betterave prospère sous Napoléon Ier. Le blocus continental contre l'Angleterre force la France à développer sa propre production. À la chute de l'Empire, il va y avoir une compétition sur le marché entre la canne à sucre et la betterave, mais en 1812, Benjamin de Lesser, un jeune botaniste et industriel français, reçoit la Légion d'honneur des mains de l'empereur pour ses travaux d'amélioration de l'extraction du sucre de la betterave mis au point dans sa raffinerie de Passy. Ça dit à quel point le sucre est important dans la société. C'est à partir de ce moment-là que ça bascule de l'autre côté. La production de sucre à partir de la betterave est locale et de plus en plus rapide. Le sucre passe de produits de luxe réservés à la haute société à un produit populaire, bon marché, qui fera bientôt partie des denrées de base. À partir de 1860, la majeure partie du sucre consommé mondialement provient de la betterave à sucre. Le titre va revenir plus tard vers la canne à sucre après la Première Guerre mondiale, mais les deux productions fournissent énormément proportionnellement à la demande. Retour au milieu du 19e siècle. On est alors en pleine révolution industrielle. Les dates varient selon les pays. La technique de raffinement du sucre, qu'il provienne de la canne ou de la betterave, se perfectionne. L'économie se transforme et se base désormais sur des systèmes d'usines et de la production mécanisée à grande échelle, plutôt que sur l'agriculture. Cela accélère la production et facilite la consommation qui augmente sans cesse, car il faut nourrir à petit prix les armées et les ouvriers. La première raffinerie de sucre est ouverte au Canada dans ces années-là, en 1817 à Halifax. Là, c'est la déboulade. On commence à parler d'industrie agroalimentaire. En 1957, l'utilisation du sirop de maïs, glucose-fructose, un sucrant vraiment pas cher, est intégrée dans les préparations industrielles aux États-Unis. L'intégration du sirop de maïs est facilitée par les subventions gouvernementales versées aux producteurs de maïs à partir de 1975. On assiste alors au courant des années 80 à ce qu'on appelle la troisième transition nutritionnelle. On passe d'aliments industriels aux aliments ultra transformés. Ces aliments contiennent alors de plus en plus de produits artificiels, des additifs qui augmentent la durée de vie ou agissent comme exhausteurs de goût. Les industriels y ont vite compris que le sucre ou le sirop de maïs, c'est un ingrédient hyper rentable. Les gens deviennent totalement accros et renouvellent leur achat, alors que l'ingrédient de base, il coûte presque rien. Vraiment, c'est une pierre deux coups, pas moyen de passer à côté. Et là, je vous passe l'arrivée aussi des grandes marques qui arrivent.
comme Kellogg et Coca-Cola, là, à peu près à ce moment-là. Entre 1980 et 2000, la consommation d'aliments ultra-transformés, là, les AUT, a connu une explosion mondiale. Elle compte les plats préparés, les collations industrielles, et l'apport de ces aliments-là là, est passé d'environ 35 %, ce qui était déjà assez élevé, à plus de 50 % des apports caloriques dans les pays comme les États-Unis. Et c'est probablement là que toi et moi, on arrive dans l'histoire. À moins que vous ayez 238 ans là, et que vous regardez cette vidéo, si oui, bienvenue quand même. Mais pour la plupart d'entre nous, on arrive dans un monde où 50 % de notre apport quotidien vient d'aliments ultra transformés. 77 % de ces produits contiennent des sucres ajoutés qui peuvent aller jusqu'à 20 % du poids total de l'aliment. En parallèle à ça, l'accès au sucre reste modéré au 20e siècle. Il fallait se le procurer chez un épicier, puis c'était pas forcément abordable pour tout le monde. Entre 1930 à 1950, le libre-service commence. Le sucre est rendu sur les tablettes avec les ingrédients de base et dès 1960, c'est la norme de l'avoir en stock dans les supermarchés et dans les foyers aussi. Ça contribue à son intégration dans beaucoup de recettes maison, à l'élaboration de nombreux desserts traditionnels dans tous les pays. La saveur sucrée, ça devient plus qu'un goût agréable. C'est un héritage culturel. Et pour beaucoup d'entre nous, ça active la nostalgie et le réconfort. Le sucre a été critiqué vraiment tout au long de l'histoire par certains esprits éclairés. On peut leur donner du crédit pour ça. Mais c'est vraiment à partir des années 60 qu'on commence à voir apparaître des études scientifiques sur les effets du sucre, puis on commence à en parler de plus en plus. C'est tout récemment que la consommation de sucre semble se stabiliser au lieu d'augmenter, mais on voit plus ça dans les milieux plus aisés, plus éduqués. Le faible coût des aliments sucrés place vraiment les populations à faible revenu ou moins éduquées particulièrement à risque des problèmes de santé qu'il peut causer s'il est consommé en excès. L'alerte est lancée depuis longtemps déjà, mais le phénomène a pris tellement d'ampleur à l'échelle mondiale que il y a des régulations qui commencent à être mises en place dans différents pays. On pense au Nutri-Score, implanté par le gouvernement français, par Santé publique France en 2016, mouvement qui a été suivi par de nombreux pays européens, ou la loupe nutritionnelle qui a été mise en place en janvier 2026 au Canada, qui apparaît sur l'étiquette des aliments qui dépassent le seuil de 15 % de la valeur quotidienne en sucre. Il existe aussi différents systèmes de taxes sur les boissons sucrées. Au Canada, il y en existe seulement une en Colombie-Britannique et Terre-Neuve et Labrador. La France et différents pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni ont aussi mis en place un système de taxation. Au Mexique, la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés a passé de 1,64 pesos à 3,08 pesos par litre en janvier 2026. Les réglementations y étaient déjà en place depuis un moment pour le pays qui fut le premier consommateur des boissons Coca-Cola pendant très très longtemps. Ça a tellement causé de problèmes là-bas qu'ils ont établi la taxe. Ça a été un des premiers à faire ça. Puis, comme c'était pas assez pour décourager les industries et les gens d'en consommer, ils l'ont encore augmenté cette année. Et voici où on en est à l'heure actuelle. À la suite d'une enquête, le journaliste français Jean-Marie Ozat révèle l'accoutumance de nos palais au goût hyper sucré. Là où un ouvrier du début du 20e siècle consommait l'équivalent d'un morceau de sucre par jour, on en consomme aujourd'hui 40, souvent à notre insu en plus. Et là, vous vous dites peut-être, mais voyons, pourquoi elle nous fait un cours d'histoire, la coach, là? Eh bien, justement, là, on tombe dans le concret. Les points qu'il faut retenir, c'est que on mange du dessert ou du sucre le matin ou une collation sucrée l'après-midi par habitude établie. On est accoutumé à un goût hyper sucré qui ferait vraiment sauter nos ancêtres au plafond. Probablement que les miens, ils grimaceraient fort en voyant les biscuits que je me fais. On a aussi une accessibilité qui est partout puis à toute heure de la journée, ce qui n'est pas nécessairement normal dans l'alimentation telle qu'on l'a connue pendant la plupart de l'histoire de l'humanité. Maintenant que le sucre est là, c'est difficile de l'éliminer complètement. Surtout si, comme moi, c'est quelque chose que tu aimes. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à le faire. C'est important de comprendre d'où il vient, où il se cache, puis surtout pourquoi il est intégré partout. Le savoir, c'est vraiment se redonner le pouvoir de décision. Avant de manger un aliment sucré, on peut se demander, c'est correct, pourquoi on le fait?
Est-ce que c'est le stress de fin de journée parce qu'on a besoin de réconfort? Est-ce que c'est parce que c'est simple? Est-ce que c'est parce qu'on a une baisse d'énergie, parce qu'on n'a pas trop mangé? Est-ce que c'est le contexte social qui veut ça? Est-ce que c'est l'heure de la journée qui déclenche l'envie? Exemple, on prend toujours notre goûter à 16 heures. Bon, c'est un truc sucré. On n'y pense pas trop. C'est un automatisme, en fait. Sinon, des fois, vous pouvez être chez des amis, puis on vous offre un dessert, même si vous n'avez pas faim, ben vous le prenez parce que c'est comme le contexte social, ce serait mal vu de refuser, etc. Bon, il y a tout un tas de solutions là, pour lesquelles on pourrait consommer du sucre, mais c'est pas forcément un choix de notre part ou c'est pas forcément ce qu'on veut même. C'est juste parce que c'est là, c'est accessible, c'est automatique. Une fois qu'on sait vraiment pourquoi on a le Timbit dans la main, ou le beigne, là, par quelles circonstances historiques et économiques il est devenu aussi accessible, on est en mesure de le reposer là, ou de le manger si on en a vraiment envie. Il faut savoir ce que c'est, ne pas se mentir. Le sucre, c'est un aliment raffiné qui normalement ne fait pas partie de l'alimentation de base d'un être humain. On n'en a pas vraiment besoin. On peut intégrer ce moment sucré dans le contexte d'une journée saine. C'est vraiment la dose qui fait le poison, bien sûr. Il faut prendre conscience là, que consommer du sucre, ça ne procure pas autant de plaisir si c'est fait par habitude ou juste parce que c'est là. Faites-en un vrai moment conscient ou un moment de partage. Par exemple, moi j'aime beaucoup aller prendre une crème glacée avec mon copain, donc vous pouvez faire ça. Ça pourrait être essayer de cuisiner un nouveau dessert avec votre conjoint, vos amis, vos enfants. Essayez des choses. Comme je l'ai dit, c'est culturel. Surveillez la dépense énergétique. On mange de plus en plus de sucre et on bouge de moins en moins. Parce que l'ouvrier victorien là, qui mangeait 40 fois moins de sucre que vous, en plus, il bougeait 40 fois plus. Il faudrait remplacer un de ces réflexes sucrés par une marche, par exemple. Ça pourrait être juste ce qu'il faut. Moi, ce qui me permet de continuer de manger du dessert, là, c'est d'avoir une forte dépense. C'est vraiment ça le secret. Je m'entraîne 4 fois par semaine, puis je marche quotidiennement. Faut réaliser, là, tout simplement, qu'on est arrivé à un point d'excès. Mon but, c'est juste que tu prennes conscience des événements passés et des mécanismes qui ont été mis en place pour favoriser notre consommation de sucre. Ce qu'on peut en tirer, là, c'est qu'on est né dans un monde où le sucre avait déjà une place de choix. On vit également à une époque où la recherche évolue et démontre de plus en plus les effets néfastes du sucre raffiné en excès. Si je vous raconte tout ça, c'est vraiment parce que moi, je me suis sentie comme un échec là, pendant longtemps parce que j'ai jamais été capable d'arrêter le sucre définitivement. Ma faiblesse, ça m'est toujours retombée dessus quand j'ai essayé de la restreindre. Le sucre est partout. J'aime trop ça, puis je pense que la vie est trop courte pour que je me prive des desserts de ma grand-mère. Aujourd'hui, j'ai appris à l'intégrer dans un mode de vie sain et actif, puis à maintenir ma shape là, depuis plusieurs années maintenant. Et ça passe en partie par l'information que je vous partage en ce moment. Avoir les bonnes connaissances, c'est aussi avoir le pouvoir de se poser les bonnes questions par rapport à nos choix. Et si c'est vraiment nos propres choix finalement. Et ça passe pas uniquement par la science. Je vais prendre la peine de dire là, que j'ai pas tout dit, évidemment, sur le marché du sucre à travers l'histoire. C'est un sujet infiniment complexe d'un point de vue autant économique que social, qui a connu énormément de mouvements, tellement que ça a inspiré de nombreux livres sur le sujet. L'idée, c'était vraiment de montrer les grands pivots qui ont contribué à rendre le sucre omniprésent dans notre 21e siècle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner parce que j'ai beaucoup de contenu qui s'en vient là, sur le fitness, l'alimentation et comment est-ce qu'on peut intégrer du sucre dans son quotidien sans se priver. Tout ça, évidemment, je vais fournir avec des trucs là, pour modérer sa consommation sans l'éliminer complètement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi votre snack sucré préféré et c'est quoi qui est le plus susceptible de vous faire craquer, si on peut dire ça comme ça. Toutes les sources des informations que je suis allée chercher sont dans la barre d'infos si vous voulez aller plus loin. Je vous invite à rester curieux et critique parce que comprendre, c'est surtout construire des habitudes durables. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.